Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Si tu utilises Photoshop dans ta chaîne de traitement, tu as sûrement à un moment donné pesté contre la lenteur du programme et surtout durant la sauvegarde d'un document sur lequel tu viens de travailler. Et bien dans cette vidéo, je vais non seulement essayer de t'expliquer d'où viennent ces lenteurs, mais surtout comment on peut peut-être les éviter. Alors comme tu le sais sûrement, si tu es un habitué de cette chaîne, j'utilise plusieurs outils pour les travaux photographiques que je fais, tels que Adobe Lightroom, Photoshop et certains outils même de chez Topaz comme Denoise AI et Sharpen AI. Si tu ne connais pas les deux derniers, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a 2 mois de ça et je t'invite donc à regarder cette vidéo. Les résultats sont quand même très bluffants. Le lien s'affiche dans le coin. Cela dit, ici, on va se focaliser sur Photoshop et sur Lightroom. Ces deux sont vraiment au cœur de ma chaîne de production. Et si j'utilise Lightroom pour la gestion des photos et pour le développement photographique, tel que la dérotisation, le traitement colorimétrique ou de la luminance, Photoshop est mon outil de retouche par excellence, où je nettoie les différents éléments qui polluent en fin de compte la narrative de mes photos. Si toi aussi tu utilises ces outils, tu as pu remarquer que dès que l'on passe dans Photoshop, quand on souhaite sauvegarder en fin de compte les modifications qu'on vient d'appliquer, eh bien il faut sauvegarder la photo, le document, sous un autre format que le format RAW. Et là, le format TIFF est le format par prédilection. Si en comparaison avec le PSD, qui est un format natif à Photoshop, alors bien sûr, tu as le JPEG, mais si tu souhaites utiliser ton fichier pour le travailler un peu plus tard, à ce moment-là, eh bien, tu n'as vraiment que le choix entre le TIFF et le PSD. Les deux formats sont presque identiques. Le TIFF est d'ailleurs un dérivé du PSD, mais il ne gère pas exactement l'information de la même façon à l'intérieur même du fichier. Le TIFF est d'ailleurs plus compatible avec d'autres outils que ceux que propose Adobe. Alors au cas où tu as entendu parler du PSB, ben dis-toi que c'est ni plus ni moins qu'un PSD sans la limite de taille de fichier de 4 Go. Un des avantages de ces formats, c'est qu'ils permettent de contenir des calques. Alors si tu ne sais pas ce que sont les calques, eh bien j'ai fait une vidéo il y a plusieurs années qui va t'expliquer en fin de compte le concept. Le lien s'affiche dans le coin à droite. Un autre avantage de ces formats, c'est qu'ils peuvent être compressés sans perte, contrairement au JPEG, afin de réduire la taille du fichier résultant, et donc ça va te permettre d'économiser de l'espace disque sur ton ordinateur. Seulement, ce n'est pas non plus la panacée, car la compression vient à un prix, et un prix relativement cher, c'est le temps de sauvegarde. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, il est clair que quand on sauvegarde un fichier, on écrit des informations sur un disque dur. Et donc la vitesse d'écriture sur le disque va affecter le temps de sauvegarde. Cette vitesse d'écriture, elle est affectée par de nombreux paramètres. On pourrait dire que le premier paramètre, eh bien, ça va être la technologie utilisée par le disque dur, en ce qui concerne par exemple un disque mécanique ou un disque flash. Un autre paramètre, ça va être le type de connexion entre l'ordinateur lui-même, la carte mère, et le disque dur. Si tu as une connexion en interne de type SATA par exemple, ou bien en externe de type Thunderbolt, tu vas avoir un meilleur flux de données que si tu as une connexion de type USB 1, 2, voire même 3. Si, comme on va le voir maintenant, si tu utilises une machine puissante, un disque dur du dernier cri, une connexion ultra rapide, la compression du fichier TIFF peut aussi être si coûteux que tu vas t'arracher les cheveux. Et non, je ne dis pas ça Sébastien parce que, effectivement, je suis passé un peu chez le coiffeur. Alors regardons justement dans Photoshop un peu cette histoire de compression, l'avantage que ça peut représenter, comment on peut améliorer les performances justement en désactivant la compression, où est-ce qu'il faut aller et qu'est-ce qui se passe si on utilise Lightroom avec Photoshop ou voire même d'autres outils. Regardons ça maintenant. Alors là, on est dans Photoshop, c'est la dernière version de Photoshop. Et ce que je te propose de faire, c'est très simplement, pour le premier cas d'école, eh bien on va créer un nouveau document. Et vraiment, rien de tout ce qui est le plus classique, la taille n'a vraiment pas d'importance ici, c'est juste pour avoir un document. Et là, ce que je te propose de faire, c'est qu'on ne va même pas créer un calque. On va laisser le document comme ça, on ne va absolument rien y faire. Et on va simplement le sauvegarder. Donc on va faire Fichier, et puis on va faire Sauvegarder. Donc Enregistrer sous. Et là, ce que je te propose, c'est que d'ailleurs, même avant de le sauvegarder, je vais te parler d'une machine puissante. Donc, regardons un peu la machine que j'utilise.
Si tu ne sais pas d'ailleurs la machine que j'utilise, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est le nouveau Mac Pro de chez Apple. Voici donc les informations. Qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, c'est un processeur de 3,5 GHz, il a 8 corps. Et au niveau de la mémoire, j'ai 60 Go de mémoire et j'ai une carte graphique de 8 Go de mémoire. Voilà. Ensuite, le disque dur que j'utilise, eh bien, il va se trouver ici. C'est le répertoire photo, là. Et alors, de quoi il s'agit exactement? Eh bien, je peux te montrer réellement comment ce disque dur est paramétré. Parce que ça peut avoir de l'importance, comme je disais tout à l'heure. Si on va dans cet outil-là, eh bien, le répertoire photo, il se trouve sur ce disque dur. My Drive. Seulement, My Drive, c'est pas un disque dur comme tous les autres. Non, non, en fin de compte, c'est un disque dur qui est formé, un disque dur virtuel, si tu veux, qui est constitué de 3 disques durs de 2 Tera chacun. Et ces disques durs-là ne sont pas des disques durs mécaniques, c'est des disques durs de type flash, ce que tu trouves dans tes clés USB, par exemple, et donc extrêmement rapide. Donc voilà en ce qui concerne le disque dur. Alors quand je te dis extrêmement rapide, prends pas simplement mes mots pour argent comptant, on va ouvrir un programme qui s'appelle Blackmagic Disk Speed Test, qui nous permet en fin de compte de tester la rapidité d'écriture et de lecture sur un disque. Et il va nous donner donc la vitesse qui s'affiche ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc le répertoire dans lequel on va travailler, c'est-à-dire photo par exemple ici. Et les autres photos qu'on verra tout à l'heure dans Lightroom se situent également sous l'arborescence de photos. Voilà. Mais pour l'instant, on va faire ici dans Photos. Et puis, tu as remarqué qu'on peut sélectionner la taille du fichier que l'on souhaite tester. Bon, on va faire 1 giga comme ça, c'est le plus petit qu'on puisse faire. Et je vais faire écriture. Et regarde, tu vois, 5724 mégas en écriture et 4131 en lecture. Il y a des chances que tu n'as pas ces performances-là sur ton propre ordinateur. Voilà. C'est la technologie que j'ai utilisée, ça m'a coûté très cher pour pouvoir le mettre, mais je voulais avoir une très grosse rapidité d'écriture et de lecture. Voilà. Donc, on n'a pas ce problème au niveau technologique. Maintenant, je vais fermer le programme. Et puis, on va sauvegarder donc notre fichier dans lequel on n'a absolument rien fait. Et non, on ne va pas le sauvegarder au format Photoshop, qui est le fameux PSD dont je te parlais tout à l'heure. On va simplement le sauvegarder au format TIFF. Voilà. Et puis, on va lui mettre, on va l'appeler test, comme ceci. Et on va sauvegarder. Là, on se retrouve maintenant à avoir des options de sauvegarde pour ce fichier TIFF. Qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien, il nous propose la fameuse compression de l'image dont je te parlais. Alors, soit on peut ne pas appliquer la compression, soit on peut appliquer 2 types de compression. La première, c'est de type LZW. C'est une compression qui est moins importante que la compression zip, mais elle est plus rapide. Donc, en fin de compte, c'est une sorte de compromis entre la rapidité de sauvegarde et puis la taille de l'économie d'espace. Mais pour l'instant, on va choisir sans la compression. Les autres informations ne nous intéressent pas. Donc, on fait OK. Voilà. Ensuite, ce que je te propose, c'est qu'on va faire enregistrer sous le même fichier, on n'a rien changé. Et cette fois-ci, on va l'appeler test 2. Voilà. On va rester en TIFF et puis on va faire sauvegarder. Là, on va choisir le LZW. Et maintenant, le 3, enregistrer sous. Tu vas sûrement deviner ce qu'on va faire. On va l'appeler test 3, comme ceci. Et puis on va faire zip. Voilà. Voilà qui est fait. Tu n'as peut-être pas remarqué en fin de compte la vitesse de sauvegarde entre ces 3 scénarios parce que le document en gros il est vide, il n'y a pas grand chose. Cela dit, quand on regarde sur le disque dur, qu'est-ce que ça donne? On va dans le répertoire photo. Le premier qui était sans aucune compression, tu remarques que notre fichier quand même qui est vide, eh bien il fait 26 mégas. C'est quand même pas si mal que ça, 26 mégas. C'est presque la taille de certains fichiers RAW qui sortent de certains appareils photo. Ensuite, la compression LW, eh bien, tu remarques sacrément réduite. On est passé quand même de 26 mégas, on est passé à 118 KB, KO en français. Donc vraiment, vraiment importante compression ici. Et enfin, le format zip, regarde ce que ça donne, encore de moitié, même plus que de moitié. Donc, une nette économie. Alors, si là, en fin de compte, on a compris l'avantage de la compression, on ne s'est pas en fin de compte rendu compte du gain de temps de sauvegarde. Alors pour ça, je te propose d'aller dans Lightroom maintenant.
On va dans Lightroom et voici, j'ai pris une image, voici une image DNG. Alors, ma procédure en fin de compte de traitement, c'est toujours, je suis dans Lightroom, je gère tout ce qui est colorimétrie, luminance, correction de l'objectif. Ensuite, à partir de là, généralement, je vais vers Topaz pour gérer ma netteté et ma gestion du bruit. Je me retrouve ensuite dans Lightroom et enfin, je pars dans Photoshop. Pourquoi? Eh bien parce que, en fin de compte, dans Lightroom, je peux retoucher un petit peu la luminosité, la colorimétrie si j'ai besoin, et dans Photoshop, je vais simplement gérer les éléments pollueurs. Là, ce que je vais te montrer, c'est qu'on va tout simplement partir de Lightroom, et ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire ça, tu vas regarder dans les préférences. Dans les préférences de Lightroom, si on va dans les paramètres d'édition externe, eh bien on a plusieurs choses ici intéressantes. Tout d'abord, la première option, c'est en ce qui concerne la modification d'un fichier depuis Lightroom vers Photoshop. Et là, on va choisir le format du fichier. Par défaut, il met TIFF, il va te mettre l'espace colorimétrique Pro Photo, puisque c'est l'espace colorimétrique pour Lightroom, du moins dans le module de développement. Ensuite, tu vas choisir la profondeur de bits, donc 16 bits, qui va être mieux que le 8 bits, et puis ta résolution, généralement qui est à 240, et ensuite tu as l'élément de compression. Alors ce que l'on va faire, c'est que là, on va mettre sans la compression, on va le laisser comme ça. Tu remarqueras qu'on a également le même type d'information quand on souhaite utiliser un éditeur externe autre que Photoshop. Et c'est le cas, pour moi, puisque j'ai tendance à partir dans Denoise, par exemple, pour gérer donc le bruit et la netteté. Et tu remarques que j'ai exactement les mêmes paramètres que pour Photoshop. Mais on verra pour Denoise juste après. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le DNG. Tu vois ce DNG-là, j'ai appliqué certains changements dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller simplement dans Photoshop. Je vais faire modifier dans Photoshop, comme ceci. Et alors, si tu te demandes pourquoi c'est un DNG, tout simplement parce que au moment où j'ai fait ce mariage, eh bien, le format RAW du Canon R5 n'était pas encore supporté par Lightroom. C'est pour ça que j'avais un DNG. Alors, voici notre fichier ici. Tu vois que c'est toujours un DNG, c'est écrit en haut, là. Et puis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement créer un calque. Je ne fais rien dedans, je fais que créer un calque. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Et regarde le temps de pause. Alors, tu ne sais pas tellement à regarder, mais tu vas le voir qu'il y a une barre de progression qui est en bas à droite de la fenêtre. Je vais sauvegarder maintenant. Voilà, j'appuie et voilà ce qui est sauvegardé. Relativement rapide, on va dire. Si maintenant je vais dans Lightroom, eh bien, on se retrouve à avoir notre fameux TIFF ici. Je vais lui mettre une couleur pour qu'on le remarque bien. Et d'ailleurs, si ce fichier-là, je vais dans mon navigateur, je le trouve, il est ici. Si je m'amuse à ouvrir ce fichier dans l'application par défaut pour regarder les photos sur le Mac, qui est l'application aperçue, c'est un peu la même chose que on a sur Windows. Si j'ouvre ce document, ça va prendre un petit peu de temps. D'ailleurs, on remarquera que ce document-là en question, il fait quand même 537 mégas, alors que le fichier DNG, qui est juste dessous, puisque tu vois, il porte le même nom, eh bien, il ne faisait que 40 mégas. Voilà. D'ailleurs, ça permet de répondre aussi à une question, à ceux qui se demandent, avec les 45 mégas pixels que propose le nouveau Canon R5, quelle est la taille des fichiers résultantes? Eh bien non, il ne fait pas 100 mégas le fichier, non, il fait aux alentours de 40 mégas, entre 40 et 60 mégas en fonction des données qu'on a dedans. Voilà. Donc, et là c'est un DNG, donc il est déjà compressé par rapport au fichier RAW natif, c'est-à-dire le CR3, et il est de taille plus réduite, certes. Bref, ce que je voulais te montrer, c'est quand on a ce document ici, l'avantage c'est que si je fais info, eh bien là on a certaines informations. Et parmi les informations, tu remarqueras. Alors, il nous montre encore que c'est le convertisseur de DNG, mais c'est pas trop ça. Ce qui est important ici, c'est surtout la compression. Tu t'aperçois qu'il n'est pas compressé, ce document. Donc c'est pour ça que ça a été relativement rapide, et c'est aussi pour ça que quand on regarde la taille, eh bien les 537 mégas qui sont quand même assez importants. Voilà, donc ça c'est pour ce premier scénario. Maintenant,
Je retourne dans Lightroom, je change les préférences et je vais passer avec la compression zip. Tu te rappelles, la compression zip, c'est la compression la plus importante que l'on peut avoir. La façon dont ça fonctionne, en fin de compte, ce paramètre-là, c'est que quand on va ouvrir un document RAW depuis Lightroom vers Photoshop, eh bien, cette information qui est passée à Photoshop, c'est Photoshop, s'il te plaît, ne compresse pas ou compresse le fichier quand tu auras besoin de le sauvegarder. Voilà, cette information est passée vers Photoshop. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc là maintenant, je ferme ça, je reprends mon fichier DNG, je refais un clic droit, modifier dans Photoshop, et puis on va se retrouver basculé dans Photoshop une fois que l'info va être passée. Donc voilà notre fichier DNG, hein, tu remarques, à côté c'était le TIFF qu'on avait avant, mais là c'est notre DNG. On va faire la même chose, on va créer un nouveau calque, et on ne fait rien dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauvegarder. Donc je fais commande S, voilà, et regarde en bas le temps que ça prend. Tu vois déjà que c'est un peu plus lent? C'est quand même relativement lent à faire. Et dis-toi qu'on n'a absolument rien fait dans ce fichier, dans ce calque. Le calque est vide. Donc c'est quand même très très lent. Maintenant, ce que je veux te montrer, et si on regarde, on retourne dans Lightroom, on a notre nouveau fichier qui est ici, je vais lui donner une autre couleur, voilà, vert. Si j'affiche en fin de compte dans le navigateur, notre fichier TIFF, il est là, tu remarques qu'il fait 497 mégas. Eh bien, quand on compare à celui qu'on avait sans la compression, en fait, compte, on n'a pas économisé tant que ça. On a économisé, grosso modo, presque 40 mégas. C'est tout ce que l'on a économisé. C'est vraiment pas énorme. Dans d'autres cas, c'était énorme tout à l'heure. Quand on était dans Photoshop et qu'on avait un document vide et qu'on compressait ou pas, tu as vu qu'on économisait énormément. On était passé de 27 mégas à 118 KO. Donc, il y avait une énorme compression en pourcentage dans le temps. Là, on n'a pas vraiment économisé grand-chose. Et ça a été quand même un peu plus lent. Mais ça peut être plus lent que ça. Et tu vas voir dans un scénario. Comme je te disais, généralement, je pars de Lightroom et je vais vers Topaz. Donc, j'ai mon document qui est ici. Je vais aller dans Topaz. Tu te rappelles, dans les préférences de Lightroom, au niveau de Topaz, j'avais dit, denoise, hein, ici, eh bien, tu n'utilises pas la compression, voilà, pas compressé. Donc ce que je fais, c'est que je prends ce document-là et je vais aller très vite, ici, denoise. Là, il me demande, et il m'affiche des informations, il me demande, est-ce que tu veux modifier la copie avec Lightroom? Ben oui, parce que de toute façon, je ne peux pas ouvrir le fichier DNG avec les outils Topaz. Donc là, je vérifie les informations, c'est bien un TIFF qui va me créer, donc Lightroom va me générer un fichier TIFF, et ce fichier TIFF-là va être envoyé à Topaz. Là, l'espace colorimétrique Pro Photo, 16 bits, résolution 300 et surtout pas de compression. Très bien. Donc je fais modifier. Là, on va voir un fichier TIFF qui va être créé là dans quelques secondes. Voilà, il vient d'être créé. Et là, il va nous ouvrir automatiquement denoise. Dans denoise, d'ailleurs, j'en profite pour te montrer que la nouvelle version, en fin de compte, de denoise, qui nous permet, en fin de compte, de voir l'effet que va avoir les différents modes que l'on peut avoir dans denoise, soit denoise AI, AI Clear ou Low Light, et on voit l'effet que ça peut avoir. Pour te montrer l'effet que ça peut avoir, il suffit d'appuyer sur Update, et ça va nous montrer les différentes modifications. Et là, tu t'aperçois à quel point eh bien, le traitement entre denoise AI, donc le mode totalement automatique, d'ailleurs, j'aurais dû cliquer là sur Auto, je le refais. Voilà qui est fait. Regarde, le traitement du bruit par rapport à l'original, c'est absolument génial. La netteté, pareil, c'est génial, c'est extrêmement propre. Et tu peux voir en fin de compte l'avantage par rapport aux autres modes tels que AI Clear ou Low Light. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais simplement appliquer. Donc, il m'applique exactement la transformation que tu as pu voir ici en aperçu. Ça prend quelques secondes. Et là, je te laisse vraiment en temps réel. Hein. Je ne vais pas speeder la vidéo. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder d'abord notre fichier. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que notre fichier TIFF est toujours non compressé? Et ça, c'est important. Alors, ça prend du temps. Hein. C'est vrai que, je t'avouerai que j'utilise donc cet outil et j'ai tendance à appliquer en batch. L'avantage du batch, et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler à un moment donné, mais bon, j'en profite ici puisqu'on a un peu de temps, c'est contrairement à ce que l'on pourrait croire, quand on est en batch, ça veut dire qu'on sélectionne plein de photos depuis Lightroom
ou bien directement depuis Topaz, là, et on lui lance toutes ces photos. Et ensuite, on lui dit, ben, fais-moi le traitement. J'utilise toujours le traitement automatique. Mais ce qu'il va faire, contrairement à ce dont on pourrait croire, quand on est en batch, il ne va pas simplement appliquer le traitement qu'il a fait à la première photo et appliquer ça à toutes les autres photos. Non, il va appliquer, pour chacune des photos, il va analyser le réglage automatique pour que ce soit optimal pour chacune des photos du batch. Et généralement, j'envoie une trentaine de photos là-dedans, je vais faire autre chose. Et quand je reviens, il m'a fait tout le traitement, la gestion du bruit, la gestion de la netteté, automatiquement, de façon spectaculaire. Et après, je peux continuer. Donc voilà, c'est comme ça que généralement je travaille. Donc, on a notre fameux fichier ici, le edit 3. Donc ce fameux edit 3, eh bien, on le voit, hein, il a, par rapport au vert, il n'a pas là, ici le vert, tu vois le bruit, eh bien ici tu ne l'as plus. Donc c'est bien celui-là qui a été modifié dans Topaz. Si maintenant je l'affiche dans comment ça s'appelle, le navigateur, tu remarqueras que maintenant, dans le navigateur, eh bien, il ne fait que 134 mégas. Mais est-ce qu'il est compressé? Ben, on va voir. On va l'ouvrir pareil avec l'application Aperçu. Et puis, on va l'ouvrir comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on s'aperçoit effectivement que le logiciel, déjà, pour avoir sauvegardé ce fichier TIFF, eh bien, c'est marqué, c'est signé par Topaz. Voilà, ce qui est intéressant. Et on remarque surtout que la compression, eh bien, elle n'est pas compressée. Donc, l'information qu'on a passée à Lightroom au départ, de dire si tu ouvres un fichier dans Topaz depuis Lightroom, tu vas faire en sorte que le fichier TIFF ne soit pas compressé. Cette information a bien été gardée. Seulement, maintenant, je vais te montrer ce qui se passe quand on va dans Photoshop à partir de maintenant. Et c'est là qu'il y a un problème. Il y a un problème, et je ne vais pas te le cacher, j'ai ouvert un bug auprès des équipes Adobe. J'avais au départ ouvert un bug côté Topaz. En travaillant avec eux, ils sont extrêmement réactifs. On en a conclu que le problème n'était pas du côté de Topaz, mais le problème était du côté Photoshop. Et tu vas voir de quoi je parle exactement. Donc, on a notre fichier qui n'est pas compressé. Voilà notre fichier ici. Ce fichier-là, je vais aller dans Photoshop. Les paramètres de préférence que l'on avait ici, là, au niveau de l'export dans Photoshop, ces informations-là, alors attends, je vais même mettre 100, mais ces informations-là ne vont pas être appliquées. Pourquoi? Parce que on n'est pas à envoyer un fichier RAW dans Photoshop et faire une génération d'un fichier TIFF après coup au moment de la sauvegarde, donc on part déjà d'un fichier TIFF. Donc ces informations-là, elles ne sont pas utilisées. Je préfère te le dire au cas où. Donc on a notre fichier TIFF qui est ici et je vais dans Photoshop. Là, il me demande, eh bien, quelle version tu veux utiliser? Eh bien, je ne vais pas utiliser une copie, non, je vais utiliser l'original. Voilà. Là, le voici. Et alors, qu'est-ce que je ferai, par exemple, dans Photoshop? Ben, déjà, je vais créer simplement un calque. C'est tout ce que je vais faire. Et très souvent, ce que je suis amené à faire, c'est que je fais des modifications ici. Je sauvegarde dans Photoshop sans écraser, hein, sans aplatir mes calques, juste en laissant mes calques. Et j'aime retourner dans Lightroom pour regarder en fin de compte l'effet des modifications. Des fois, c'est intéressant parce que des fois, tu as tendance à aller trop loin au niveau de tes modifications ou pas assez. Donc, plutôt que de fermer le fichier dans Photoshop et d'y revenir plus tard, eh bien, je le laisse ouvert. Je fais que le sauvegarder, voir les modifications, ce que ça donne dans Lightroom avec, par exemple, ce que j'ai pu appliquer comme colorimétrie et autres. Eh bien, regarde ce qui se passe maintenant. Je vais faire simplement sauvegarder. Commande S ou CTRL S. Regarde en bas. Il est toujours en train d'essayer de l'enregistrer au même endroit que les autres. Donc, dans ce fameux ordinateur rapide, ce fameux disque dur extrêmement rapide, et pourtant, ça rame. On est encore qu'à 39%, 40%. C'est absolument atroce. Et non, je ne vais pas augmenter la vitesse. Je veux vraiment que tu comprennes à quel point on a beau avoir un bon matériel, eh bien ça va ramer. Et comme tu l'as vu, le problème ne venait pas de mon fichier, ça ne vient pas du fait que j'ai un fichier qui est issu d'un Canon 5D R5, pardon, pas du tout. Le fichier au départ, il faisait 40 mégas, donc tu as vu, c'était pas énorme, donc ça vient vraiment pas de là. Et tu vas voir, en fin de compte, ce qu'il est en train de faire, alors que je ne lui ai pas demandé, hein, je te le dis, je suis en train de vendre un petit peu la mèche avant que ça se termine quand même. La raison pour laquelle il est si lent, c'est qu'il est en train de me compresser mon fichier TIFF. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert un bug auprès des équipes de support Adobe, tout simplement parce qu'il n'a pas le droit.
il n'a pas le droit de me créer me compresser mon fichier TIFF. Je ne lui ai pas demandé de le faire, et pourtant il le fait. Alors si tu te demandes, est-ce qu'il y a des paramètres dans Photoshop qui permettraient justement de lui dire, ben non, ne compresse pas le nom. Non, les paramètres dans Photoshop, au niveau de la compression du fichier TIFF, tu les as vus tout à l'heure, c'est quand tu fais une sauvegarde, dans sauvegarder en tant que, ou sous, et là tu vas avoir la petite pop-up des options TIFF. Mais on ne les a pas si tu fais une simple sauvegarde, c'est-à-dire le fameux commande S ou CTRL S sur un PC. Tu vois, on est encore qu'à 93%. Donc imagine, si je fais ça à chaque fois que j'utilise par exemple le tampon ou le pansement, simplement pour regarder ce que ça donne dans une photo dite finale dans Lightroom, eh bien je m'en sors plus, j'ai passé, ça a mis quoi? Ça a mis peut-être 1 minute et demie là, en fin de compte à me sauvegarder, et je vais avoir sûrement l'information qui s'affiche. Peut-être 1 minute et demie pour sauvegarder. Donc t'imagines si je dois faire ça peut-être une vingtaine de fois par photo, non, ça serait complètement atroce. Alors regardons justement ce fameux fichier. De quoi il s'agit? On va aller dans Lightroom pour le retrouver, voilà, il est toujours là. Et là, si tu te rappelles, il faisait à peu près 130 mégas. Si maintenant je l'affiche dans le Finder, regardons-le, il fait 111 mégas. Il est encore plus petit, maintenant qu'il est passé dans Lightroom, dans Photoshop, dans lequel on a rajouté un calque, il est encore plus petit qu'avant d'être rentré dans Photoshop. Pourquoi? Ben, parce que, comme je te l'ai dit, si maintenant je l'ouvre dans cette application-là, je fais les informations et regarde, le software utilisé, ben, c'est le logiciel, la signature, c'est plutôt Topaz, c'est Adobe Photoshop. Et tu regardes la compression, compression zip. J'appelle ça un bug, monsieur Adobe. C'est un bug, voilà. Et alors, comment faire? Est-ce qu'il y a une solution? Ben oui, il y a une solution. La solution, en fin de compte, elle consiste à être dans Photoshop. Et c'est assez... tu as deux solutions. La première solution consisterait... Alors, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir reproduire ce problème-là, si tu veux, il faut que je repasse dans Topaz. C'est un petit peu ennuyant. Ennuyeux, donc je vais le faire là très rapidement. Je vais augmenter la vitesse et puis je vais te montrer la solution. Alors, juste au cas d'ailleurs, avant de faire ça, au cas où tu dis ouais mais c'était lent parce que tu avais plusieurs fichiers encore ouverts dans Photoshop. Bah, je prends les devants contre tous les arguments que je pourrais avoir dans les commentaires. Voilà. J'arrive dans Lightroom et c'est parti et je vais augmenter la vitesse. Donc voilà, on est donc dans Lightroom avec notre Edit 4, c'est-à-dire celui qui vient juste d'être fait avec Topaz. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une couleur et on va passer en jaune. Voilà. Maintenant, on refait comme tout à l'heure, on va faire modifier dans Photoshop. On va modifier l'original. Voilà. Et je vais lui rajouter un calque. Si je fais sauvegarde, on va retrouver le problème qu'on a vu juste avant. Par contre, si je fais sauvegarder sous, enregistrer sous, pardon. C'est le même répertoire, hein, c'est exactement le même répertoire où on est, et on choisit le TIFF. Voilà. Là, tu vas voir qu'en fin de compte, si je ne change rien au niveau des noms, je lui dis de garder le calque, je fais sauvegarder, et là il me dit est-ce que tu veux l'écraser? Ben oui, je veux l'écraser. Donc, je remplace, et là on va se retrouver à avoir notre fameuse option des TIFF. Et tu vois que la valeur par défaut, bah, c'est la dernière, c'est la première proposée, c'est sans la compression. Et oui, je ne veux pas la compression. Et là, je vais cliquer sur OK. Et regarde la vitesse d'enregistrement. Tu vas voir, c'est quand même plus rapide. Voilà. Tu vois, c'est quand même plus rapide que ce que l'on avait tout à l'heure. Si je vais dans Lightroom, ici, donc c'est ce fameux fichier-là. Si je l'affiche dans le Finder, on le trouve. Il est ici, le 4. Tu vois qu'il est un petit peu plus large hein, que le 3. Il fait quand même 235 mégas. Et si maintenant je l'ouvre dans l'aperçu, j'affiche l'information. Et l'information, tu vois bien qu'il n'est pas compressé. Donc, d'avoir forcé à enregistrer sous, eh bien, ça a été un avantage. À savoir une chose, c'est qu'en faisant enregistrer sous, eh bien, l'aperçu que tu vas avoir dans Lightroom ici, ça peut ne pas être mis à jour, justement. C'est la différence que tu as entre enregistrer sous dans Photoshop et juste sauvegarder. Donc, quand tu vas dans la bibliothèque,
tu risques de trouver, et on va voir ici, tu risques de voir en fin de compte une... là, il n'apparaît pas. Apparemment, il a réussi à le sauvegarder. D'habitude, tu peux avoir un petit logo ici qui dit attention, le fichier a été modifié ailleurs. Est-ce que tu veux garder les informations de Lightroom ou est-ce que tu veux garder les informations externes? Là, on n'a pas eu le souci. Donc là, on est sur ce fichier-là. Une autre solution, je reviens dans Photoshop, une autre solution que j'applique, c'est je fais des modifications. Par exemple, on va prendre ça, on va le peindre en gris, tiens, comme ça, voilà. Hop, ce gris-bleu là. Et puis, plutôt que de sauvegarder directement maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir en fin de compte mon fichier. Donc j'aplatis mon fichier et je le sauvegarde. Tu as vu la rapidité, à quel point c'était super rapide. Maintenant, je vais dans Lightroom, je vois bien les modifications appliquées. Je me dis, ah tiens, je suis quand même allé un petit peu loin ici, là, hein, j'aurais pas dû descendre. Au cas où ce que je venais de faire, c'était artistique. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens dans Photoshop, reviens en arrière. C'est là que l'historique dans Photoshop est utile. Si tu ne vois pas l'historique, hein, tu fais fenêtre ici et puis tu choisis historique. Ou bien tu fais simplement commande ou CTRL Z pour revenir en arrière. Donc là, je suis à pinceau. Et puis, il me suffit simplement, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre comment ça s'appelle? La gomme, et puis je dis tiens, je suis allé un petit peu trop loin, je voulais simplement faire un trait complètement moche ici, je suis repassé un petit peu trop là, voilà. Pareil, j'aplatis mon image, je sauvegarde, je regarde dans Lightroom, et là, tu vois, hop, le temps que ça se mette à jour, et c'est comme ça, en fin de compte, que je travaille. Ça, c'était, je voulais te montrer plusieurs choses, donc je voulais que tu comprennes à quoi pouvait servir la compression, comment s'assurer qu'on a ou pas la compression quand on travaille avec Lightroom et Photoshop. Qu'est-ce qui se passe si on utilise un autre outil après Lightroom et ensuite on va dans Photoshop? Ce dernier peut modifier en fin de compte la signature du fichier et donc Photoshop ne va pas reconnaître et donc quand il va sauvegarder, il va détecter qu'il y a un calque et le fait qu'il y ait un calque va nous forcer la compression du fichier TIFF, donc nous fait ralentir. Là, tu as deux options pour régler le problème. Soit tu fais enregistrer sous, et à ce moment-là, tu vas te retrouver à avoir les options de TIFF qui vont apparaître, ou bien tu fais comme ce que je fais, c'est-à-dire tu aplatis ton image, tu sauvegardes, et ensuite, si tu as besoin, tu revas dans Photoshop. Tu pourrais continuer ça, à travailler comme je viens de faire là, et puis vraiment, à la fin, si vraiment tu as vraiment envie de garder, de gagner de l'espace disque, bien que de nos jours, l'espace disque, quand même, ça coûte pas si cher que ça. Et ça va toujours de moins en moins cher. Tu pourrais, en fin de compte, tant que tu travailles, tu fais aplatir comme ça à chaque fois, et puis à la fin, quand tu as terminé ton fichier, quand on est satisfait, eh bien tu pourrais revenir dans Photoshop, revenir simplement à l'étape juste avant, voilà, avant d'aplatir, sauvegarder, ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins c'est cette sauvegarde unique qui va prendre plus de temps, ou bien tu fais enregistrer sous pour t'assurer qu'il n'est pas compressé. Alors, si tu te demandes en fin de compte qu'est-ce qui se passe avec le PSD, est-ce que ça serait la même chose? Eh bien, avec le PSD, ce qui va se passer, c'est que déjà, je t'ai dit, il ne gère pas les informations pareil que le TIFF. Le PSD, tu ne peux pas forcément les utiliser dans tous les outils, dans les autres outils que chez Adobe. Par exemple, Topaz ne reconnaît pas le PSD, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Et bien que ne te fais pas avoir par rapport aux options qu'on a ici. Par exemple, dans les options ici, je peux choisir donc avec Denoise, mais ici, c'est Lightroom qui nous propose TIFF, PSD, JPEG. Là, ce format de fichier qui nous est proposé par Lightroom n'est pas fait basé sur le programme, l'application sélectionnée, hein, ici. C'est par défaut, tu as TIFF, PSD et JPEG. Donc même si tu choisis PSD, tu ne pourras pas, en fin de compte, éditer ce fichier PSD chez Topaz. Ça sera sûrement la même chose avec d'autres outils. Si par exemple tu vas dans Luminar ou autre, je ne me rappelle plus si Luminar est compatible avec PSD, mais il y a des chances que ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que le PSD, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Si jamais tu utilises pas Lightroom, ou même si tu utilises Lightroom, mais tu veux sauvegarder en fin de compte tes fichiers au format PSD, c'est possible, hein, tu as le droit après tout. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la compression? Eh bien, en PSD, tu n'as pas d'option de sauvegarde, comme on a vu avec le TIFF. C'est-à-dire, tu ne peux pas, si je fais sauvegarder ici, enregistrer sous, regarde, et que je vais faire enregistrer, voilà, ici, faire écraser. Les options ici, on avait plusieurs compressions.
tu as soit une compression au niveau du fichier lui-même, global, ou bien une compression, en plus de ça, des calques à l'intérieur du fichier. Donc là, tu vois, tu peux jouer là-dessus. En ce qui concerne le PSD, tu n'as pas ces options-là. Donc, par défaut, il va te compresser le PSD. Et il va également te compresser le PSB. Ce que je te disais, ce qui était le format comme un PSD, mais qui n'a pas cette limite de 4 Go, qui est une vieille limite quand le format PSD avait été inventé. C'est dire à quel point les choses ont changé, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas, c'était presque pas concevable d'avoir des fichiers, un seul fichier qui fasse plus de 4 Go. C'était la technologie de l'époque. Donc, ils ont créé le PSB pour aller au-delà. Seulement, si tu ne veux pas subir ces lenteurs au niveau de la sauvegarde, eh bien, ce que tu peux faire, c'est tu vas dans les préférences de Photoshop, et là, si tu vas dans les gestions des fichiers, tu remarqueras qu'il y a une croix ici, une case à cocher. Désactiver la compression des fichiers PSD et PSB. Donc si tu ne veux vraiment pas subir cette lenteur, assure-toi d'avoir coché cette case. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair. Donc si tu veux améliorer les performances dans Photoshop au niveau de la sauvegarde, bien sûr, assure-toi de regarder le disque dur vers lequel tu vas sauvegarder. Quel type de disque dur c'est? Est-ce que c'est un disque dur flash, enfin SSD, ou bien un disque dur mécanique? Si c'est mécanique, ça va être forcément plus lent qu'un disque dur de type SSD. Comment est-ce que ce disque dur-là est connecté à ta carte mère? Est-ce que c'est un disque dur externe? Si oui, quelle est sa connexion? USB-C sera toujours mieux que n'importe quelle autre méthode de connexion, à moins que tu aies une connexion SATA. Connexion SATA, c'est une connexion comme celle-ci. C'est exactement le même type de connexion que l'on a à l'intérieur de l'ordinateur, dans la tour ou autre. Ça va être rapide. Si c'est en interne, eh bien, ça va être également rapide. Voilà les différentes questions ou les différents points qu'il faut vérifier. Donc, j'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu mieux. Si tu es un utilisateur aussi de Topaz, peut-être que tu as remarqué ce problème-là. Dès que j'aurai enfin une réponse concevable, non pas concevable, acceptable, on va dire, de la part du support Adobe, parce que jusqu'à présent, le support Adobe vraiment, ça n'a pas été une bonne expérience, et ça me fait de la peine en disant ça, puisque je suis un ancien de la maison et je suis un ancien manager justement du support, donc ça me touche personnellement. Mais dès que j'ai une réponse d'Adobe pour savoir comment ils peuvent expliquer ce forçage en fin de compte de compression du formatif quand il y a un calque à l'intérieur du fichier alors qu'on n'a pas demandé de le compresser, eh bien je te partagerai le retour avec toi. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le et après traite-le. Attention à la compression parce que ça peut te faire perdre du temps et pas forcément gagner beaucoup d'espace. Cheers!